Et oui, ces petits accords de guitare vous donnent l'indication que ça y est, on peut... Et je vois que ça y est, il y avait des gens qui attendaient ce signal pour rentrer. Installez-vous, vous pouvez même vous installer plus près, il y a de la place, il y a encore un peu de place. Voilà, donc sur cette présentation, on va attaquer là un secteur toujours... on a parlé un petit peu d'agroalimentaire, mais là c'est vraiment, je dirais, du lourd en agroalimentaire, hein, pour le coup, parce que le pôle viande d'Agro-Mousquetaires, c'est pas un petit sujet qui est confronté justement à la volatilité de la demande, des prix, les forts volumes, les faibles marges, etc. Donc tous ces défis qui ont été relevés par un projet d'optimisation de la planification et de l'ordonnancement et qui a été relevé avec Dassault Systèmes. Alors, et la solution que justement tout à l'heure on parlait de Quintic, Delmia Quintic. Donc pour nous en parler, on a la chance d'avoir Isabelle Sourdex qui est responsable supply chain pôle bœuf chez Agro-Mousquetaires et Jérôme Audap qui dirige les ventes pour Delmia en Europe de l'Ouest chez Dassault Systèmes. Donc je vous laisse la parole, vous avez à peu près 45 minutes et comme ça inclut évidemment la fameuse séquence de questions-réponses. Merci beaucoup. Je vais commencer par présenter déjà le pôle et le groupement des mousquetaires, si certains et certaines d'entre vous ne le connaissaient pas, et donc le pôle bœuf d'Agro-Mousquetaires. Donc je vais commencer par cette présentation-là, ensuite rentrer dans un peu plus de détails sur les enjeux en fait, du pôle bœuf, les contraintes que nous avons en ce qui concerne la planification industrielle et quels sont les critères de décision qui nous animent justement pour cette planification. La solution que nous avons retenue effectivement avec Delmia Quintic pour notre outil de planification et qui s'appuie sur des scénarios, donc des scénarios de planification avec une financiarisation en fait, de ces scénarios de planification, mais je rentrerai dans le détail tout à l'heure. Et Jérôme Audap, effectivement, prendra le relais pour expliquer quels sont les principaux enseignements de ce déploiement sur le pôle d'Agro-Mousquetaires, et on en viendra à la session de questions-réponses. Donc le groupement Les Mousquetaires, le groupement il a été créé en 1969, donc il est assez ancien. Et dès 1974, en fait, les mousquetaires ont décidé de s'équiper d'outils industriels pour la production donc, de ces produits de marque distributeur. Et en 1973, en fait, le groupement Les Mousquetaires a pris ou a nommé en fait ces enseignes de distribution Intermarché. Je pense que c'est ce que vous connaissez effectivement le mieux au sein du groupement des mousquetaires. Et on a effectivement un maillage avec plus de 1800 magasins sur l'ensemble du territoire français et plus de 500 magasins à l'étranger. Donc on parle d'Intermarché, mais également de Netto. Donc il n'y a pas que Intermarché effectivement en marque de distribution. Et en 2014 a été décidé en fait de créer un regroupement donc, de ces unités de production avec Agro-Mousquetaires. Donc Agro-Mousquetaires regroupe l'intégralité des entités industrielles de production, ce qui permet de garantir en fait à Intermarché Netto un approvisionnement et la production de ces marques de distribution depuis ces sites industriels de production. Donc c'est de là où on en arrive à notre logo, que vous devez sans doute avoir déjà entendu, producteur et commerçant. Donc ce qui fait la spécificité finalement du groupement des mousquetaires. Donc quand on parle d'agro-mousquetaires, on parle effectivement du 5e acteur agroalimentaire français. On parle de 56 unités de production sur le territoire français. On parle également de presque de 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 11 000 collaborateurs et un partenariat avec des agriculteurs, donc des agriculteurs partenaires du groupement. Donc 15 000 agriculteurs partenaires. Et avec tout ceci, en fait, nous sommes le premier fabricant de marques de distribution en France. Si on rentre un peu plus dans le détail,
quand on parle des 56 unités de production sur le territoire français, elles sont réparties en 6 pôles de performance avec des filières à l'intérieur. Donc les 6 pôles sont composés du pôle bœuf. Alors quand on parle du pôle bœuf, on parle de bœuf traditionnel, de produits élaborés à base de viande. Et au sein de ce pôle, il y a plus de 2000, presque 2100 salariés. Et on parle de 1,15 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le deuxième pôle, qui est également un pôle qui regroupe des activités de viande, c'est le pôle porc. Donc dans le pôle porc, nous avons 9 sites industriels avec plus de presque 2400 salariés et plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le troisième pôle, c'est le pôle mer. Donc la spécificité aussi d'Agro-Mousquetaires, c'est que nous sommes le premier armateur de bateaux de pêche en France. Et nous avons presque 1500 salariés. On parle de 6 sites de transformation avec 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a également un pôle, le quatrième pôle, qui est le pôle saveur, qui regroupe des activités donc, de boissons, lait, vin, boissons non alcoolisées, avec presque 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, 11 sites de production industrielle. Le pôle végétal, avec toutes les activités culinaires, céréales, et le pôle circulaire qui regroupe des activités qui ne sont pas alimentaires, mais ça va être les activités de produits d'hygiène et de beauté, avec 10 sites industriels. Donc ça, en fait, c'est, je dirais, tous les sites et la couverture que représente en fait le pôle agro-mousquetaire au sein du groupement des mousquetaires. Si on rentre un peu plus dans le détail, je vous expliquais maintenant le pôle bœuf au sein de ce pôle agro-mousquetaire. Donc je vous ai dit, il y a presque 2100 collaborateurs et 6 sites industriels. Alors ces activités, elles partent de 2 sites principaux qui sont des abattoirs. Donc des abattoirs qui couvrent de l'abattage en fait de gros bovins, veaux, ovins, donc agneaux, moutons, qui sont basés en fait sur la région Bretagne. Les deux en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d'Armor. Et donc ces 2 abattoirs, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 220 000 gros bovins par an, 250 000 ovins et presque 80 000 veaux qui sont abattus, qui passent par ces 2 abattoirs chaque année. Nous avons ensuite 4 sites de transformation de produits élaborés. Alors avec un site qui est basé dans le Morbihan, et qui est spécialisé dans les productions de produits surgelés, donc steak haché et burgers, et 3 sites qui sont spécialisés dans des produits d'élaboration frais, donc, et qui sont Ille-et-Vilaine, donc répartis. Vous voyez, on a Ille-et-Vilaine, on a ensuite dans la Drôme, on a dans l'Aube. Donc ce sont ces 3 sites qui sont spécialisés dans les produits frais. Donc rapidement, l'histoire du pôle bœuf, ça démarre il y a très longtemps, hein, donc 1892 par les parents Rosé qui créent la boucherie familiale. Les enfants, donc Jean et Louis Roger, créent la société vitréenne d'abattage, s'équipent d'une première unité d'abattage d'animaux en 1974 et en 1991, de là naît le partenariat avec les mousquetaires. 1993, marque Jean Rosé est lancée. La construction d'une nouvelle unité de désossage en 1994. On étend le maillage des sites logistiques en s'équipant d'unités, de bases logistiques additionnelles pour couvrir 12 bases logistiques sur le territoire français. Et dans l'intervalle entre 1992 et 2003, sont créés 4 sites en fait, de produits d'élaboration de viande, donc, que j'ai décrit tout à l'heure. Il y en avait une de plus donc, sur Estillac qui depuis a été arrêtée. Donc ça, c'est l'histoire du pôle bœuf. Donc c'est pour vous déjà au moins introduire de quoi on parle quand on parle de Agro-Mousquetaires et du pôle bœuf au sein d'Agro-Mousquetaires. Donc maintenant, ah oui, il y a également les produits. J'allais oublier les produits, vraiment pour que vous compreniez bien ce dont on parle. Donc en termes de produits, donc, il y a la partie traditionnelle. Donc là, on parle de carcasses. Donc on abat effectivement des animaux qui sont ensuite mis en carcasses, qui peuvent être désossés, découpés, mis en morceaux. Donc ça, c'est la gamme traditionnelle que vous allez retrouver dans les rayons boucherie des magasins Intermarché en particulier, lorsque vous allez au rayon boucherie d'Intermarché. Et vous avez des produits de la gamme élaborée. Donc quand on parle de la gamme élaborée, donc vous pouvez retrouver quelque chose qui est très simple, c'est-à-dire des morceaux qui sont piécés, découpés, mis en barquette,
étiquetés, comme des produits beaucoup plus élaborés, marinés, des rôtis, des paupiettes, des brochettes, donc tout ce que vous pouvez aussi trouver dans le rayon libre-service de vos magasins Intermarché et également au rayon traditionnel boucherie. Donc ça, c'est pour tous les produits en fait, qui sont réalisés au sein du pôle bœuf. Donc maintenant, si on rentre un peu plus sur nos enjeux, donc les enjeux du pôle bœuf, ils sont multiples. On est en fait sur des produits sur lesquels on a très peu de marge. Donc tout compte. Quand je dis tout compte, c'est à partir du moment, alors on a certaines personnes qui ont l'habitude de dire, à partir du moment où je mets le couteau dans la viande, déjà je perds de l'argent. Donc c'est vraiment, c'est caricaturé, mais c'est la vérité. Donc ça veut dire qu'on se doit de définir vraiment la découpe la plus optimisée possible. Donc à partir du moment où je viens abattre un animal, il faut que j'ai choisi la découpe la plus optimisée et qui répond finalement à la demande de mon client. On est sur des produits ultra frais, donc il faut que je puisse éviter l'obsolescence de mes produits. Enfin, de toute façon, je me dois de transformer l'intégralité de l'animal qui est abattu, donc je ne peux accepter des produits qui soient obsolètes. Et bien évidemment, ma donnée d'entrée aussi, c'est de l'animal vivant, et je dois prévoir aussi, en fonction de la demande de mes clients, quel va être mon besoin en élevage avec la conformation associée. Alors j'utilise le terme conformation, j'essaie de le dévulgariser, mais une vache, elle peut avoir, un peu comme un être humain, une morphologie qui est différente, et donc qui a des caractéristiques, qualités différentes. Donc ça veut dire que ça aussi, ça fait partie de la détermination de ce que je dois mettre en œuvre dans mon abattoir et pour réaliser ma découpe optimale. Donc mon premier enjeu, c'est celui-ci, c'est minimiser les coûts. Le deuxième, c'est maximiser l'efficience. Donc je le répète, le niveau de marge est très faible. Donc la spécificité en fait du métier de la viande, c'est qu'on n'est pas sur de l'assemblage, on est sur du désassemblage. Donc on parle d'un animal entier que je vais venir désassembler, découper pour obtenir un produit fini. Et mon produit fini, alors si je prends un exemple, la côte de bœuf en été, il y a 8 côtes dans un animal, dans un bœuf, bien, mais sauf que l'animal, il n'est pas composé que de 8 côtes. Il est composé de, on va dire, principalement 37 morceaux. Oui, du coup, je vais devoir désassembler, mais il faut que je trouve une orientation aussi pour les morceaux qui ne sont pas forcément issus de ma demande initiale. Donc l'autre enjeu, c'est ça, c'est de maximiser l'efficience et d'anticiper les excédents. C'est-à-dire qu'il peut arriver effectivement que j'ai des morceaux, une fois que j'ai découpé l'intégralité de mon animal, qui ne trouvent pas preneur en termes de demande. Donc il faut que je puisse identifier cet excédent et savoir quoi en faire. Et bien évidemment, le troisième enjeu, c'est d'augmenter les opportunités de revenus. Donc à partir du moment où je suis capable de projeter la disponibilité des produits, je suis aussi capable de venir identifier quels sont mes excédents et donc de pouvoir anticiper quelles vont être mes actions pour justement valoriser ces excédents. Donc voilà les trois enjeux qui nous animent au quotidien, gérés dans le métier de la viande et au pôle bœuf. Et nos contraintes, elles sont associées à ceci en fait. Donc les contraintes, on a les contraintes en amont. Donc je le redis, on est effectivement sur des produits où en entrée on se parle d'animaux vivants. Donc on est conditionné en fait à la qualité, la conformation des animaux qui rentrent dans nos abattoirs. On exprime une demande, potentiellement on peut se retrouver avec des écarts entre ce que l'on vient chercher comme race, on va dire. Alors la race de l'animal, elle est déterminée, il n'y a pas de souci. Par contre, la conformation de l'animal, lorsque on demande une qualité, alors je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais avec une conformation O+, c'est bien une O+ que je veux, et c'est pas une P-. Parce que, en fonction de la qualité et de la conformation de l'animal, je ne vais pas avoir la même qualité et la même orientation en termes de découpe des produits. La zone géographique également. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, les races alors je prends les bovins, puis c'est les plus connus. Une limousine, on arrive à la trouver un peu partout. Une race Aubrac, c'est plus compliqué. Donc là, effectivement, la race Aubrac, elle va être dans le centre de la France. Et on a un engagement en fait au sein du pôle bœuf
agromousquetaire, c'est d'avoir un temps de transport pour la bien-traitance animale et le bien-être animal qui ne dépasse pas 8 heures. Donc 8 heures de transport des animaux vivants, quand la législation française impose maximum 10 heures. Donc ça veut dire que là aussi, la zone géographique par rapport à nos abattoirs, donc je ne sais pas si vous l'avez fait attention sur la carte, nos abattoirs sont en région Bretagne. Donc ça veut dire qu'on a aussi des accords de partenariat avec des abattoirs régionaux pour, en fonction des différentes races des animaux, venir faire au moins un abattage à proximité et ensuite un acheminement des carcasses dans nos unités de désossage. Donc ça, ce sont des contraintes, parce qu'on peut avoir une variabilité dans la qualité, mais également dans les zones géographiques de disponibilité des animaux. Ensuite, les contraintes industrielles, nous avons des lignes spécialisées, donc des lignes spécialisées par espèce, des lignes spécialisées pour les bovins, les veaux et les agneaux. Alors c'est assez simple, j'ai envie de dire, parce que c'est lié à la taille de l'animal. Donc on a des lignes spécialisées en fonction des tailles d'animaux. On a également, alors je ne l'ai pas forcément bien expliqué, mais un nombre très important de nomenclatures. Donc dans nos possibilités de découpe, donc les possibilités sont, j'ai envie de dire, exponentielles. Et le sont d'autant plus que nous avons des demandes, des exigences de la part de nos clients et consommateurs qui vont croissant. Là, tout à l'heure, je citais la race Aubrac. Je pense qu'il y avait très peu de personnes, encore il y a 15-20 ans, qui émettaient la demande, finalement, d'avoir une race bien particulière, avec un morceau bien particulier, dans les magasins de grande surface. Aujourd'hui, ça fait partie des demandes des consommateurs et des demandes des clients. Donc, on se doit d'y répondre. Donc, ce qui veut dire que ça vient aussi apporter de la complexité, finalement, dans le sourcing et dans l'organisation des unités de production et de découpe. On a également en contrainte industrielle ce flux poussé. Alors quand je parle de flux poussé, on a la demande tirée de nos clients, mais il en résulte finalement par ce désassemblage matière du flux poussé, parce qu'on a un déséquilibre matière qui en résulte, qui fait qu'on a des produits finalement qui ne font pas partie d'une demande naturelle de nos clients et pour lesquels nous devons trouver des issues de débouchés, et donc qui viennent aussi occuper nos lignes de production industrielle. Donc ceci, il faut qu'on puisse également l'anticiper, le prévoir par rapport à l'occupation des lignes, l'occupation des unités de désossage et de découpe. La troisième grosse contrainte, c'est logistique. Alors je l'ai expliqué tout à l'heure, on a des sites d'abattage, des sites d'élaboration de produits transformés, on a également des sites de désossage, des abattoirs régionaux pour des races qui peuvent être éloignées finalement de la région Bretagne où se situent nos deux abattoirs principaux. Donc on a ces contraintes-là aussi à prendre en considération sur la zone finalement d'abattage et de transformation finale de nos produits. Et la dernière contrainte, on est sur du produit ultra frais avec des DLC qui sont très courtes et des contraintes sanitaires et réglementaires qui sont très élevées. Donc c'est vraiment ces caractéristiques et ces contraintes que nous prenons en fait en compte dans nos décisions quotidiennes finalement de planification. Alors pour donner un peu de visualisation sur... alors là, je ne parle que d'un bœuf. Je ne vous ai pas présenté de veau ou d'agneau, mais en fait, vous voyez ici, le pointeur, tous les morceaux qui composent un bovin. Et en fonction du morceau de viande, on peut presque avoir une saison associée. Donc là, on entre dans la saison d'hiver, donc tout le monde a envie de manger de la viande bouillie, du bourguignon, du pot-au-feu, du bœuf braisé. Ça, ce sont des pièces que l'on retrouve à l'avant de l'animal. Mais il y a quelques mois, tout le monde se précipitait sur ces côtes de bœuf pour aller les faire cuire au barbecue. Très bien, mais ça, ce sont des pièces d'arrière. Ce sont des pièces d'arrière de l'animal. Donc tout l'enjeu, en fait, c'est... Je n'abats pas un demi-animal. Une fois que j'ai abattu un bœuf, il faut que je trouve une solution pour l'intégralité de l'animal. L'intégralité au meilleur coût, avec la meilleure marge. Donc c'est vraiment tout l'enjeu, il se retrouve là. C'est trouver, en fonction de la demande et la saisonnalité en fait, des produits, la meilleure option de découpe et d'orientation des morceaux de viande pour optimiser autant que faire se peut
chacun des débouchés. Alors là, je vais rentrer pour vous expliquer en fait notre schéma de flux très simplifié. J'insiste sur le très simplifié, mais c'est déjà au moins pour vous faire comprendre aussi ce que l'on entend derrière. Donc tout part de l'élevage, du cheptel. Donc on a des acheteurs vivants qui battent la campagne, qui vont aller acheter des animaux. On en a d'autres aussi qui... on a des accords, des partenariats avec des éleveurs, des intégrateurs, donc, chez qui on place des veaux qui ensuite sont nourris sur un cahier des charges particulier. Donc on doit aussi anticiper, parce qu'il il faut quelques mois pour avoir des veaux qui soient prêts à être abattus, et des bœufs aussi. Et vous voyez, donc là j'ai juste mis une petite carte avec les différentes races que l'on a la chance d'avoir en France, parce qu'on a aussi cette belle qualité de bovins effectivement en France et de races en France. Donc tout part de l'élevage, et ensuite l'animal est abattu dans nos abattoirs avec une première découpe. Donc quand je parle de première découpe, vous voyez là la carcasse de bœuf. Ça peut être effectivement sous cette forme-là, vendu dans les magasins d'Intermarché en carcasse pendue, et puis le rayon boucherie avec le boucher se charge de faire la découpe. Donc ça c'est une première solution, une première option. Ou vendu en dehors du groupement Mousquetaires, parce qu'on a également des clients en dehors du groupement Mousquetaires pour ce style de produit. On valorise tout en fait aussi dans nos produits, donc pas que la viande. Ça veut dire que le cuir, il est salé, dessalé, vendu à des tanneries, ensuite maroquinerie. Donc ça fait partie aussi des débouchés de l'animal. Donc ça c'est la première partie, donc carcasse. On a une deuxième étape qui va être la découpe. Donc carcasse découpée en quartiers ou en morceaux avec os, qui peuvent être vendus au rayon boucherie traditionnel des magasins Intermarché. Troisième étape, on peut aussi avoir des morceaux qui sont désossés, mis sous vide ou pas, livrés également au magasin Intermarché du groupement, sous cette forme-là, prêts à être découpés, donc au rayon traditionnel boucherie. On a des morceaux aussi, je vous ai parlé tout à l'heure des produits élaborés, avec les unités de production de produits élaborés. Donc les morceaux qui sont ensuite désossés, découpés, servent de composants matières premières pour nos unités de production de produits élaborés. Donc, qui vont servir à faire du steak haché, des burgers, des saucisses, des merguez, des paupiettes, enfin tous les produits que vous pouvez trouver au rayon, justement, libre-service de vos magasins Intermarché. Ou également, il y a de la vente qui se fait sur de la consommation hors domicile, donc pour des restaurateurs, avec du steak tartare que vous pouvez retrouver chez votre restaurateur du coin et qui vient en fait d'unités de production d'agro-mousquetaires. Alors tout ceci peut amener aussi à de l'excédent, c'est-à-dire que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la somme finalement de toutes mes demandes là exprimées, telles que vous la voyez ici, n'est peut-être pas égale à la somme de tous les morceaux reconstitués pour faire une bête entière. Donc on peut avoir des excédents, donc il existe des options. J'ai l'option de pouvoir congeler pour réutiliser finalement dans mes unités de production de produits élaborés pour faire des produits cuits. Ou j'ai la possibilité aussi de trouver des débouchés en dehors du groupement pour ces excédents auprès de clients qui ont été identifiés. Donc voilà pour le schéma très simplifié, mais pour vous donner un ordre d'idée de toutes les étapes avec les sorties finalement vers nos clients internes, groupement, ou externes, hors groupement. Donc je pense que vous l'avez compris, le gros enjeu, il est sur ce désassemblage, déséquilibre matière, et trouver la meilleure option. Et nos critères de décision qui nous animent dans les choix de planification, c'est en premier le taux de service. Donc on se doit d'avoir un taux de service irréprochable auprès des adhérents du groupement, donc nous, agro-mousquetaires, et également auprès de nos clients en dehors du groupement. Le deuxième, on a des niveaux de marge qui sont très faibles, donc chaque choix doit vraiment être réalisé en prenant en considération la marge qui est réalisée.
Et le troisième critère, c'est le taux de déclassement. Donc, qui rejoignent par quoi est-ce que potentiellement je peux substituer un muscle par un autre, mais ce qui veut dire que potentiellement, l'exemple le pire, c'est venir déclasser un filet de bœuf pour en faire du steak haché. Donc là, on dirait presque que c'est donner de la nourriture au cochon, mais à un moment donné, c'est trouver une issue la moins dévalorisée possible, le déclassement le moins critique possible, le moins impactant possible, pour s'assurer que l'intégralité des morceaux, finalement, trouve un débouché. Donc on a effectivement fait, alors je reviens juste un peu en arrière avant d'introduire ceci, on a fait le choix de la solution Delmia Quintic, parce que justement, vous l'avez compris, la complexité finalement dans les choix de découpe, les choix d'orientation, et là où on est sur effectivement une nomenclature inversée, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un produit fini demandé et puis je viens composer en prenant en entrée tel morceau de ci, tel morceau de ça. Non, en fait, on est vraiment sur une nomenclature inversée où on parle du fini, on reconstitue finalement la somme des demandes avec un animal entier et on peut se retrouver avec un déséquilibre où il me reste des produits finalement, une fois que j'ai abattu mon animal, sur les bras. Donc on a fait le choix effectivement de la solution Delmia Quintic parce qu'on est justement sur un environnement complexe et qu'on a besoin de prendre en compte ces contraintes et ces critères de décision pour pouvoir faire des choix de planification en travaillant sur des scénarios de planification et des scénarios qui soient financiarisés, puisque là je reprends, on parle de taux de service, on parle de marge, on parle de taux de déclassement, et donc on a besoin de savoir quand on prend une décision finalement de découpe et de planification, quel est l'impact. Et c'est vraiment ça qui va animer en fait la décision de planification. Hop, je ne vais pas dans le bon sens. Donc là, c'est juste pour vous donner en fait un peu de visualisation. Je pars d'un produit fini, et vous voyez ici le chemin. Donc j'ai un produit fini, mais j'ai une multitude de possibilités. C'est-à-dire pour réaliser ce produit fini, j'ai la possibilité effectivement de suivre tout ceci en termes de nomenclature avant d'arriver finalement à mon animal vivant. Donc l'objectif en fait que l'on a, et en utilisant effectivement la solution Delmia Quintic, c'est de trouver, pour la somme des produits finis et des demandes de nos clients, quelle est l'association la plus optimale avec les contraintes et les stratégies que l'on identifie. Donc en fonction du taux de service, de la marge, du chiffre d'affaires et le résultat associé. Donc là, je vous présente juste un exemple dans les scénarios. Donc on a, par exemple, là c'est quelque chose de ultra simplifié, mais est-ce que dans mon premier scénario, je m'autorise à substituer des jeunes bovins de race charolaise limousine par des jeunes bovins race à viande? Cas très simple. Et bien évidemment, je veux la meilleure marge et le meilleur taux de service. Donc c'est ce que je souhaite obtenir de mon résultat. Le scénario 2, je n'autorise pas cette substitution. Je veux savoir quel est le résultat, finalement, de ma planification entre ces deux scénarios. Donc là, on retrouve effectivement, c'est ce qui permet d'aider en fait le planificateur et donc dans les forums de plan directeur de production, donc les réunions que nous avons hebdomadairement avec les responsables industriels, commerciaux, achats vivants et supply chain, pour obtenir le résultat de ces deux scénarios en taux de service, chiffre d'affaires, marge générée. Donc ce qui aide grandement, alors là il y a deux scénarios, mais il peut y en avoir 10, à décider quel est le scénario le plus optimal. Donc c'est ça qui nous aide en fait à prendre les décisions de planification industrielle. Ça n'est pas que de la charge industrielle et de l'occupation de ligne, c'est vraiment aussi l'impact en termes de taux de service, de marge et de coûts associés. Et d'avoir également la visualisation complète finalement pour réaliser ma promotion côte de bœuf qui a été demandée en semaine 35 par le groupement. Ça me demande combien d'animaux vivants, quel est le déclassement potentiel que ça peut me demander sur certaines matières des animaux que j'ai dû abattre, quel est le coût, quelle est la dégradation de marge et quel est l'impact sur le taux de service potentiel si je décide de ne pas arriver à un taux de service qui soit à 100%. Donc c'est trouver finalement les scénarios, faire des choix en termes de scénarii
et décider sur la base de calculs finalement ou de résultats qui soient vraiment circonstanciés. Donc qu'est-ce que ça nous apporte en fait, je dirais, cette solution? Je pense que vous avez compris ce que ça nous apporte. Donc avant Delmia Quintic, donc là, il faut avoir en tête qu'on est... alors, j'ai entendu tout à l'heure, à la présentation précédente, on parlait, oui, Excel en supply chain. Bah oui, on ne déroge pas à la règle. Avant Delmia Quintic, le planificateur, il avait une approche très empirique. Donc le planificateur, dans un monde de boucherie, c'est avant tout un boucher qui a une connaissance parfaite des morceaux, mais qui fonctionne par habitude et qui n'a pas en tête l'intégralité des possibilités d'association de morceaux. C'est normal, parce qu'il y en a une quantité complètement exponentielle. Donc, c'est des choix avec des raccourcis qui peuvent être pris sans avoir forcément la vue complète des impacts et des coûts associés. Donc ça, je dirais, c'est avant Delmia Quintic. L'aide, effectivement, qu'apporte Delmia Quintic, vous l'avez compris, c'est qu'on décide sur la base de stratégies que l'on a décidées. Quel est le meilleur choix, ou du moins le choix le plus approprié en fonction de la stratégie décidée. Donc, où est-ce que je mets le curseur sur le taux de service, sur ma dégradation de marge ou mon optimisation de marge ou de chiffre d'affaires. Et bien évidemment, ça oriente les décisions. En fait, en tout cas, ça aide à prendre la décision. Et on passe finalement d'une... décision qui est plus de la réaction sur un horizon qui est très très court-termiste finalement, où on avait du mal à se projeter au-delà de l'horizon de 3-4 mois, à une anticipation, et une anticipation qui aide effectivement l'intégralité de la chaîne à prendre les décisions. Donc voilà pour les apports pour le Agro Mousquetaire et le Paul Boeuf. Je vais passer la parole à Jérôme Audap. Merci. Donc merci beaucoup Isabelle. C'est toujours intéressant d'avoir des témoignages clients parce que souvent on se dit mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Et là vous avez un exemple très concret de témoignage. Et je pense que dans votre tête vous posez sûrement pas mal de questions. Une des questions c'est est-ce que ce soir je vais manger une côte de bœuf? Est-ce que je vais prendre un cheeseburger? Ça c'est peut-être une des questions. Et puis, il y a peut-être une autre question, vous qui êtes dans le domaine de la supply chain, du manufacturing, des opérations, c'est de vous dire, mais qu'est-ce que je peux retirer de cette présentation? Comment ça peut être réplicable chez moi, qui, a priori, sauf peut-être quelques exceptions, ne fait pas de bœuf, ne fait pas de découpage de bœuf, mais néanmoins des problématiques complexes. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer à travers 3 enseignements. Premier enseignement, c'est que Agro Mousquetaire a choisi cette solution parce qu'elle était face à des enjeux très importants, des enjeux métiers très, très importants. La volatilité de la demande, on voit ça tous les jours. L'exemple que citait Isabelle tout à l'heure, entre le barbecue ou le pot-au-feu, entre il fait chaud, il fait froid, on n'a pas les mêmes consommations. Et je pense que dans plein de vos industries, dans plein de vos sociétés, vous avez cette volatilité à la demande. Un autre élément, c'est la matière première. La matière première qui va évoluer, les prix des matières premières qui vont flamber à cause d'événements géopolitiques, par exemple, et Dieu sait qu'il y en a énormément en ce moment. Les marges. Les marges qui, dans certains cas, unitaires, sont très faibles. Donc comment optimiser ces marges ? Tout ce qui tourne autour de la sustainabilité. Isabelle parlait tout à l'heure du bien-être animal, du bien-être social. Donc c'est très important d'avoir ces éléments-là. Et le dernier, les perturbations. À chaque fois que je vois un client, à chaque fois que je vois un prospect, à chaque fois il me dit j'ai un plan, mais il est perturbé. À chaque fois j'ai quelque chose qui vient perturber. Donc premier élément, premier enseignement, c'est il y a énormément de pression sur le manufacturing, sur les opérations, sur la supply chain, qui fait que des solutions que vous avez pu mettre en place il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, la fameuse feuille Excel, ou d'autres, peut-être que ça a ses limites.
Deuxième enseignement, c'est une volonté d'avoir une optimisation globale pour améliorer justement ses performances, que ce soit le taux de service, que ce soit la marge, le chiffre d'affaires, peu importe, on a tous des objectifs, des indicateurs métiers qu'on souhaite améliorer. Et on se rend compte, encore une fois, quand je discute avec pas mal d'interlocuteurs, que ce qui est important, c'est de bien intégrer les différentes contraintes. Et c'est hyper important. Là, Isabelle a décrit le nombre impressionnant de contraintes, de races, de géographie, de demandes, qui fait que c'est un environnement très très complexe. Et quand je discutais avec des personnes d'Agro-Mousquetaires, ils étaient souvent un peu comme cette personne de gauche en train de se dire mais par où je prends ça? Comment je vais gérer ça? Et comment je vais casser tous ces silos pour avoir cette approche de bout en bout qui répond non pas aux attentes d'un acteur, mais aux attentes globales d'une société. Et donc comment je vais casser ces silos et connecter de plus en plus, de bout en bout, les différents éléments. Pour vous donner un exemple, le cas d'Agro-Mousquetaires, c'est est-ce que j'achète un demi-animal? Est-ce que j'en achète un entier? Mais quel est l'impact au niveau de mon coût de transport? Quel est l'impact au niveau de ma satisfaction client? Comment je gère tous ces éléments-là? Et si on a une approche en silo, on n'y arrive pas. Ou alors on a un optimal qui n'est pas un optimal global. Donc, deuxième enseignement, c'est d'essayer de réduire, de casser ces silos. Et donc pour ça, je reviens sur le premier élément, il faut bien modéliser. Et cette modélisation au bon niveau de granularité, c'est l'ADN de Dassault Systèmes depuis 40 ans. Dans Dassault Systèmes, vous entendez Dassault Aviation. Il y a 40 ans, il y a un petit groupe de visionnaires qui s'est dit, plutôt que de dessiner un avion sur un bout de papier, et si je dessinais sur un ordinateur? Et ça a tout changé. Ça a tout changé parce que ça a accéléré la manière de collaborer. Ça a permis de faire tout un tas de tests et c'est cet ADN qu'on a depuis plus de 40 ans. Au début, on l'a fait au niveau du design avec Katia. Après, on a fait de la simulation. On s'est dit comment l'avion peut résister par rapport à un certain nombre de perturbations. Ensuite, on s'est occupé de la production, on s'est occupé de la supply chain. Et donc maintenant, tout notre positionnement, c'est ce fameux jumeau virtuel qui permet de modéliser, d'optimiser les différents processus métiers. Et ça permet derrière de prendre les bonnes décisions. La fameuse, cette personne qui se retrouve face à différentes portes, quelle décision je vais prendre? Si vous êtes capable de modéliser, d'exécuter efficacement la performance, c'est là que vous allez gagner ces quelques pourcentages qui font toute la différence par rapport à la satisfaction client, par rapport à vos objectifs financiers, par rapport à vos objectifs opérationnels. Un autre élément, toujours dans la logique de casser les silos et de connecter les différents bouts, c'est qu'il y a un certain nombre de solutions qui sont spécialisées sur le manufacturing, d'autres qui sont spécialisées sur la logistique, d'autres qui sont spécialisées sur la partie des ressources humaines. Mais le monde, il n'est pas comme ça. Le monde, il est intégré. C'est que tout ceci, l'idée, c'est de pouvoir le connecter. Est-ce que je vais avancer ou reculer, par exemple, un camion par rapport à mes éléments de manufacturing? Est-ce que je vais embaucher plus ou moins de personnes par rapport à des pics ou des creux d'activité? Donc vous voyez qu'à travers cet exemple qui est tout simple, le fait d'avoir une approche globale entre la partie manufacturing, logistique et ressources humaines apporte énormément de valeur. Un autre élément qui apporte énormément de valeur, c'est cette capacité à gérer les différents horizons de planification. On parle de SNOP, on parle d'IBP, donc plutôt des horizons long terme, mais on parle également de l'exécution de la production, du MES ou du Manufacturing Operation Management, avec des niveaux intermédiaires de MPS ou de scheduling. Voilà, j'ai sorti tous les mots techniques, comme ça c'est réglé. Et donc, plus sérieusement, ce qui est important, c'est cette capacité de gérer les différents horizons temporels et de justement, ces horizons vont s'auto-alimenter. J'ai eu un goulot d'étranglement sur le court terme, là je vais me projeter dans le moyen long terme et de dire comment je peux éviter ce goulot d'étranglement? Comment je peux éviter ce mode pompier dont Isabelle parlait qui était avant et pour être plus proactif? Et le dernier élément, je vais vous parler de pilules.
Là, vous dites, c'est la fin de journée, ça va plus. Ou alors qu'il a regardé Matrix. Et pourtant, ces pilules, c'est hyper important. Souvent, on se dit, j'étais un ancien consultant, est-ce qu'on prend une pilule bleue ou une pilule rouge? Il n'y a rien de dangereux là-dessus, je vais vous expliquer. La pilule rouge, c'est quoi? La pilule rouge, c'est de se dire, j'ai envie de capitaliser sur un certain nombre de bonnes pratiques. Moi, client, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez fait quelque chose qui se rapproche un tout petit peu, ou même beaucoup, de mon industrie, de mes processus. Et donc, là, l'avantage, vous voyez quelques exemples. Delmia Quintic a de très très nombreuses références dans différents secteurs, dans le domaine de la logistique, dans le domaine des protéines. On travaille par exemple avec JBS, on travaille avec Smithfield et on travaille avec Tunis, qui font partie des plus grands acteurs dans le domaine de la protéine, de le monde de la viande. Mais vous voyez, de manière générale, dans différents secteurs d'activité. Et qu'est-ce qui est commun à tous ces secteurs d'activité? Ben, c'est justement ce que je vous montrais tout à l'heure. Cette volonté d'intégrer les différentes contraintes, d'optimiser un certain nombre d'indicateurs métiers et de prendre les bonnes décisions. Donc là, je vous ai parlé de la pilule rouge. Pour ceux qui ont suivi, il y a une pilule bleue. Alors qu'est-ce que la pilule bleue? La pilule bleue, c'est que vous êtes unique. Quand j'étais consultant, moi, on me disait à chaque fois, attendez, vous êtes gentil, mais non, ce qui marche chez les autres, ça ne marche pas chez moi. Moi, je suis unique. Ça vous rappelle quelque chose? Sûrement oui. Et donc, cette pilule bleue, bah, ça vous permet justement de tenir compte de ce qui est unique chez vous. Et de trouver ce bon équilibre, et c'est des discussions qu'on a très souvent chez beaucoup de clients, où je mets le curseur entre d'un côté la pilule rouge, je capitalise sur des bonnes pratiques, et d'un autre côté, je tiens compte de ce qui est unique dans telle ou telle industrie, dans telle ou telle société. Donc voilà en synthèse les 3 enseignements que je souhaitais tirer de l'expérience d'Agro-Mousquetaires. Encore une fois, merci Isabelle. Donc si vous aussi, vous avez des enjeux métiers forts, si vous aussi, vous sentez les métiers qui vous poussent en vous disant, tiens, si on pouvait faire évoluer un peu le système d'information, si vous aussi, vous dites que la globalisation, l'optimisation globale peut apporter de meilleures performances, si vous aussi, vous dites que d'avoir le meilleur des deux mondes, que à ce moment-là, ça vaudrait le coup de discuter. Donc, pour ça, c'est assez simple. On a une chaîne YouTube. Donc, si vous aimez, vous pouvez mettre un pouce. Là, je l'ai dit aussi pour le marketing. Et on a également des éléments sur notre chaîne, sur notre site d'Assosystème, où il y a un certain nombre de cas d'usage qui sont présentés. Et sinon, vous avez mes coordonnées. Et on est également sur le stand. Et alors là, on m'a donné un petit papier. Voilà, alors que j'ai aucune mémoire, donc je l'ai noté. Alors, c'est E32, le nom du stand. Donc voilà. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à Isabelle. Je ne sais pas s'il reste du temps pour les questions. Bah si, il reste un petit peu de temps pour les questions. Merci. Moi, j'ai appris déjà que le pot-au-feu, c'était dans l'avant du bœuf et le barbecue à l'arrière. Je ne savais pas. Donc, bon, j'ai honte, hein, je ne savais pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On peut on peut en avoir 2 ou 3 quand même. Moi, je vais lancer les questions. Juste sur les horizons, on est d'accord là. Tout à l'heure, vous avez parlé du PDP. Donc là, c'est vraiment sur un horizon qui est à la fois, là, vous utilisez Delmia Quintic depuis le SNOP, parce que j'imagine quand même qu'il y a des décisions qui sont quand même sur le long terme aussi, justement. Avec on est sur un horizon, alors SNOP, qui va jusqu'au... On utilise le terme PIC, ouais, effectivement. PIC, c'est mieux. Ouais, voilà, c'est exactement, PIC. Un horizon PIC, effectivement, jusqu'à 18 sur le long mois, terme. Combien 24 mois? En fait, c'est dépendant de notre prévision des ventes. Donc, c'est l'horizon de prévision qui conditionne aussi notre horizon de planification. Donc, on est sur du minimum 12 mois, voire 18 mois. Et effectivement, alors je reviens sur ce que j'expliquais sur l'élevage. Bah, c'est important, en fait, parce que, comme je l'expliquais, on a notre demande de produit fini qui est exprimée sur 18 mois. Mais il faut que je sois capable aussi d'identifier, finalement,
qu'est-ce que je vais devoir acheter une fois que j'ai reconstitué ma demande en animal entier, pour savoir qu'est-ce que je mets en élevage en veau, donc intégré auprès de mes éleveurs partenaires, en achat de bovins, donc il faut que je puisse projeter. Donc il y a aussi cet objectif-là, donc on utilise sur un horizon PIC, sur un horizon PDP, donc beaucoup plus court, et sur un horizon d'ordonnancement. D'accord, donc il y a les 3 horizons à la fois. Ah, une question. Je ne sais pas. Ah si, on m'entend. Claire Baouche, je suis coordinatrice pour une entreprise qui fait de l'embouteillage de vin. J'avais une question sur quelle solution autre repose Dalmia Quintic dans vos systèmes d'information, parce que j'imagine qu'il y a des remontées, du retraitement puis de la redistribution d'infos. Donc quel est le schéma des flux de data dans votre organisation? Ouh là là, complexe. Donc on a effectivement différentes couches d'outils. Donc pour la partie planification, effectivement, ordonnancement, planification, donc ça repose sur Quintic. Après, on a des outils utilisés pour la production. Alors, je vais utiliser un nom qui s'appelle ArsProd. Alors, je ne sais pas si ça parle à beaucoup de personnes, effectivement, ici. Donc, on a différents outils qui sont intégrés, interfacés avec Quintic. Bon, pour la prévision des ventes, je sais qu'ils sont par ici, c'est Future Master. Donc, en fait, on a fait le choix, effectivement, pour la planification, au vu de la complexité vraiment de nos produits, de Quintic, vraiment sur la strate planification. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, parce qu'en fait, on n'a pas un outil. On ne dit pas on avait avant Excel surtout, et puis on est passé à Quintic maintenant. Hein. Donc, il y a des outils spécialisés aussi en production que nous utilisons et que nous continuons à utiliser. Et Dalmia Quintic, c'est depuis quand ça fait Alors on travaille depuis plus de 2 ans, en fait, 2 ans et demi avec Dalmia Quintic pour déployer cette solution. Donc c'est très récent en termes de déploiement. Parce que, il faut se mettre en tête tout le paramétrage effectivement qu'il était nécessaire de réaliser. J'expliquais, on avait les planificateurs, on était sous Excel et dans leur tête en fait. Hein. Donc il a fallu écrire, formaliser, rentrer dans un outil toutes les possibilités de désassemblage d'un animal, tout ce qu'il est possible de faire. Donc il y a des matrices énormes. Donc il a fallu pouvoir associer effectivement les planificateurs et les personnes dans les unités de production spécialistes pour construire en fait cette donnée maîtresse qui permet de faire tourner l'outil. Et également, alors là je parle beaucoup de nomenclature, mais on a également tous les coûts associés. Donc les coûts de chacune des opérations, les schémas en fait logistiques associés aussi. Donc, venir décrire les points de stockage possibles, les durées de stockage maximales, prenant en considération aussi la durée. On est sur des produits à DLC très courtes, donc il y a tout ceci qui est pris en compte en fait dans l'outil. Peut-être pour compléter aussi, ce qui était important, c'est cet aspect conduite du changement. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal d'interlocuteurs côté agromousquetaire, de visiter pas mal de sites. Et comme disait Isabelle, c'est des anciens bouchers. Donc, c'est des gens qui ont un CAP, un BEP. Donc, ce qu'on montre ici, qui est de la recherche opérationnelle, c'est très, 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 très loin de leur ADN. Et donc, quelque part, il y avait une volonté du groupe également de prendre du temps pour embarquer les utilisateurs, pour les associer. Donc il y a des projets qui vont bien plus vite. Hein. Moi, j'ai vu des projets qui se sont mis en place en 3 mois, d'autres en 6 mois, en 9 mois. Mais encore une fois, c'est de se dire où je mets le curseur entre je veux transformer un certain nombre de choses, mais je veux également l'adhésion des utilisateurs. D'où partent les utilisateurs? Quel est leur niveau de maturité? Et donc, dès le début, la direction était convaincue, notamment le directeur général Boeuf, de l'intérêt de cette solution. Mais il ne voulait pas non plus casser tout le savoir-faire qui est hyper important dans la tête des différentes personnes. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver et quelque part qui fait le succès d'un projet. Et également, ils se sont rendus compte, parce que toute l'idée c'est de partir de l'objectif final. L'objectif final, c'est quoi? C'est de prendre
les bonnes décisions par rapport à des scénarios qui sont très différents et par rapport à des objectifs métiers, le taux de service, le déclassement, le taux de marge, etc. Et de se dire, pour pouvoir faire ça, de quelles données j'ai besoin. Et donc c'est là qu'on se rend compte que de temps en temps, la donnée elle n'existe pas, elle est structurée, elle n'est pas structurée, les gens ne sont pas forcément d'accord entre eux, et ça génère beaucoup de questions intéressantes dans le mode de fonctionnement. Parce qu'avant, ça ne se faisait pas. Parce que, encore une fois, c'était en mode silo. Et donc, c'était un optimal local, qui était de loin pas un optimal global. Et c'est hyper important d'avoir cet optimal global dans un monde où les marges sont hyper faibles, dans un monde où la DLC est hyper courte. Moi, j'ai juste une question sur le schéma que vous avez montré avec les filières. Enfin, finalement, rien ne se perd de toute façon. Et vous trouvez, enfin, je ne sais pas, ça doit être compliqué à trouver, mais il y a toujours une porte de sortie. Est-ce que l'objectif, de toute façon, c'est d'avoir très peu de débouchés à l'extérieur du groupe, et vous maintenez ça, ou l'objectif c'est en connaissance de cause, et ça dépend aussi des commandes que vous pouvez avoir par ailleurs, de rechercher en permanence l'optimal. Donc en fait c'est pas l'objectif n'est pas forcément de réduire au maximum ce qui vous resterait en excédent, quoi. Je sais pas si je m'exprime bien. Non, oui, effectivement. L'objectif premier, c'est pas de dire je sers le groupement et ça s'arrête là. En fait, c'est en priorité, je sers le groupement, mais je me dois de valoriser l'intégralité de l'animal. Alors là, effectivement, j'ai juste mis un exemple où je parlais du cuir, parce que ça parle à tout le monde, mais c'est trouver effectivement un débouché, enfin déjà identifier, anticiper quels vont être les excédents. Donc ça, c'est déjà la première chose, et c'est là où nous aide effectivement l'outil. Et ensuite, trouver des débouchés pour ces excédents. Donc des excédents qui peuvent être à la fois des pièces de viande, comme les abats, des exemples également auprès des boyaux. Alors, on a aussi des collaborations avec Babola sur les cordes de tennis, les sabots, la corne de sabot qui est broyée, des pieds, donc, qui est broyée pour ensuite faire de l'engrais, les eaux qui sont récupérées et qui passent dans le 6e pôle que l'on appelle circulaire, de valorisation des déchets, pour effectivement faire ensuite être broyé et servir dans de l'alimentation animale aussi, et puis pour faire de l'engrais, le suif, donc la graisse qui est aussi valorisée, l'intégralité. On est vraiment à trouver, identifier, anticiper l'intégralité des morceaux d'un animal qui est abattu pour trouver un débouché. Donc c'est vrai, là on n'est pas. J'ai beaucoup parlé du groupement en termes de débouchés et de réponse client. Mais ça n'est pas que ça en fait. C'est vraiment. Et puis là, vous avez une vision aussi, la visibilité complète pour éventuellement justement proposer des débouchés ailleurs, parce qu'avant sinon c'était un peu en mode ambulance. C'est ce que j'écrivais, on est en réaction. Donc le pire, c'était quand on avait nos commerciaux qui sont en charge justement de trouver des débouchés pour des excédents, de se retrouver à faire des propositions en dernière minute, à un moment où le marché n'est pas à l'écoute, et à un prix qui est très bas. Donc à partir du moment où ça a été anticipé, identifié, contractualisé en amont, ça nous permet effectivement d'avoir un prix qui est optimisé également. Donc c'est ça que ça permet. Et ça, justement, c'était un des grands enjeux, parce que là, Isabelle pourrait en parler pendant des heures. Il y a un nombre de combinatoires, mais qui est juste énorme. Quand on voit la taille d'un bœuf, quand on voit tout ce qu'on fait par rapport à un bœuf, là encore une fois, ce qu'elle a montré, c'était hyper simplifié, mais ça veut dire qu'il y a des combinatoires énormes. Donc le fait de pouvoir modéliser ces éléments au bon niveau de granularité avec les bonnes contraintes, ça c'est le socle fondamental. Je modélise bien, derrière je suis capable d'exécuter un certain nombre de scénarios à différents horizons temporels, à la semaine, au mois ou sur plusieurs mois, et je suis capable de collaborer entre différents acteurs. Avant, c'était la foire d'empoigne, où le commercial disait « Ah non, moi je veux ça », le financier dit « Non, moi je veux ça », et chacun, c'était celui qui avait les plus grosses épaules qui gagnait. Là, c'est des comparaisons de scénarios basées sur des éléments factuels. Et c'est ça qui change tout. Et là, encore une fois, dans un milieu où les marges sont contraintes, où il y a une forte concurrence, c'est là que la différence se fait.
Je pense qu'on va, on va s'arrêter sur cette belle phrase. Moi, je ne verrai plus jamais le steak haché dans mon assiette de la même manière. Merci. Merci Isabelle. Merci Jérôme. Merci. Donc voilà, pour la suite du programme, je crois qu'il y a les awards pour les startups et le prix de l'innovation, il me semble, sur le Cube. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour la poursuite des différents cycles, puisqu'il n'y a pas que le cycle planification, prévision, aide à la décision. Il y a aussi le cycle sur le digital au service des défis RSE. Il y a le cycle logistique 4.0 et puis le cycle visibilité sur les flux. Donc voilà, tout ça au programme demain. Bonne soirée.